Du coup, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire du LabRH sur la semaine du confinement, premier webinaire lié au thème de la résilience. N'hésitez pas, si vous avez des commentaires à faire sur la caméra, le micro, si vous nous entendez ou voyez mal, à le dire dans le chat, on essaiera de corriger ça. Vous pouvez aussi utiliser le chat pour interagir avec les autres participants ou l'onglet Q&A si vous avez des questions pour nos animateurs. Pour tous les aficionados des réseaux sociaux, n'hésitez pas à utiliser le hashtag semaine du déconfinement sur Twitter ou sur LinkedIn. Les deux fonctionnent. Et du coup, maintenant, passons au cœur du sujet. C'est le moment de lancer cette semaine du déconfinement. Qu'est-ce que c'est la semaine du déconfinement? C'est une logique de un jour égale un thème égale un webinar sur toute cette semaine du 25 mai. L'objectif, c'est de pouvoir, on s'adresse principalement à une audience RH, et c'est de pouvoir vous équiper, vous armer pour ce déconfinement en vous donnant en fait, du travail pré-mâché par des experts qui interviennent. Ces experts, ce sont des startups membres du lab. Nous les introduirons tous en temps et en heure. La logique, c'est vraiment effectivement de pouvoir vous équiper sur tous les différents thèmes qui sont liés à ce déconfinement. Et aujourd'hui, lundi, premier jour de cette semaine du déconfinement, le thème, c'est la résilience. Comment sortir renforcé plutôt que fragilisé du déconfinement. On sait, du confinement, pardon. On sait, le confinement, ça a été aussi l'occasion de développer des nouvelles compétences pour certains, de se réinventer, de montrer qu'on peut être une entreprise agile, de repenser son business model éventuellement. Et toutes ces qualités ou ces compétences qu'on a développées pendant le confinement, il serait bête de les perdre. Donc il y a un vrai enjeu, non pas de revenir exactement à la situation où on était avant le confinement, non pas non plus de rester dans la même situation que le confinement, parce que le confinement, c'est aller aussi avec ses travers, mais en fait d'arriver à une nouvelle situation qui serait un peu un mix des deux, une situation dans laquelle on est plus sur un fonctionnement normal, mais dans laquelle on peut éventuellement réutiliser des compétences qu'on a développées pendant ce confinement. Pour ça, nous allons avoir trois participants qui vont intervenir. Dans un premier temps, nous aurons Marine Parent, qui est fondatrice d'Oyena et qui vous parlera un petit peu de l'état de la science et des hypothèses derrière comment rendre ou qu'est-ce qui rend les entreprises fortes en cas de crise. Elle a fait toute une enquête sur la résilience organisationnelle à laquelle vous pourrez participer aussi si vous voulez à la suite de ce webinaire. Dans un second temps, nous aurons Loïc Michel, le CEO de 365 Talents, qui interviendra pour répondre à la question comment se réinventer après la crise en identifiant nos compétences clés et en les réallouant. Donc c'est vraiment là plus un focus sur les compétences. Et enfin, Éric Lemoine, CEO de Reloaded et House of Co-Design, qui nous partagera une enquête sur la transformation des habitudes de travail des personnes pendant cette période. Donc, trois interventions. Chaque intervention durera à peu près 20 à 25 minutes. Dès que vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans l'onglet Q&A. Les intervenants répondront soit s'ils ont le temps pendant leur intervention, soit après. Et on est du coup sur une fin de webinaire prévue pour 11h30. Donc, nous sommes ensemble pour encore 1 heure et 25 minutes. Je le rappelle, n'hésitez pas à utiliser le hashtag semaine du déconfinement sur Twitter et LinkedIn. Et sur ce, je laisse la parole à notre première intervenante, Marine. Merci. Alors, je vais essayer de partager mon écran. Je suis désolée d'avance parce que je ne vois pas les questions qui seront posées pendant la session, mais Clément, éventuellement, je te laisse les remonter au fur et à mesure s'il y en a. J'essaierai de prendre 5 minutes à la fin pour y répondre. Alors, l'objectif, là, c'est de creuser ce terme, résilience, qu'on n'a jamais entendu avant, en fait, et puis que là, on n'a pas arrêté d'entendre pendant la période, et donc d'essayer de comprendre, en fait, de quoi on parle quand on parle de résilience. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle autant de résilience aujourd'hui? Ça paraît un peu évident, mais parce qu'on est dans une situation complètement inédite sur l'ampleur de l'événement. Donc, il y a eu des demandes d'activité partielle pour environ 40% des salariés en France, ça n'a jamais été vu. Des estimations qui situent le nombre de faillites, alors je ne veux pas faire flipper, mais à peu près 60 000. Oups. C'est-à-dire à peu près le niveau de la crise de 2008. Une situation qui a des impacts complètement imprévisibles. Là, on voit dès maintenant qu'il y a une mutation des activités, des modes de travail, de la relation des collaborateurs au travail. La question, c'est qu'est-ce qui va continuer d'évoluer? Et puis, une situation qui est potentiellement reproductible. Et c'est en ça où on parle de résilience et pas forcément de résistance. C'est-à-dire qu'on est dans une logique de processus. Et les termes qu'on utilise habituellement pour décrire une organisation, donc les termes de robustesse, de résistance, etc., sont moins pertinents. Donc, on est allé chercher un terme plus adapté. Et ce terme plus adapté, c'est celui de la résilience. Alors, la résilience, qu'est-ce que c'est?
C'est un terme en fait qui existe dans plein euh, de domaines, donc la psychologie. Marine, Ouais. je t'interromps 2 secondes. On a plusieurs feedbacks. C'est vrai, ton son a l'air d'être un peu assuré. Je sais pas si tu as peut-être ouais, Ah, moyen de. euh, Merci. écoute, à part me connecter par téléphone, je sais pas. Ouais, ou peut-être rapprocher un peu ton micro. On va voir si c'est mieux. Merci. Ok, bah, vous me dites. Oui, donc la résilience, on en parle dans plein de domaines. On a cherché, on a trouvé à peu près 40 définitions du terme qui viennent de plein de domaines différents, urbanisme, nature, etc. Les deux qui nous paraissent le plus adaptés à ce qu'on vit aujourd'hui, c'est celle de la physique, puisqu'en physique, en fait, la résilience, c'est la caractéristique qui définit la résistance au choc d'un matériau. Donc par rapport à la robustesse, c'est-à-dire un matériau qui va se briser quand il résiste à un choc, la résilience, en fait, le matériau va s'adapter. Et puis la psychologie, donc ça c'est un terme qui a été notamment popularisé par Boris Cyrulnik et qui décrit l'aptitude d'un individu à se construire et à vivre de manière satisfaisante en dépit des circonstances traumatiques. Donc on voit assez vite le lien avec les organisations dont je vous parle juste après. Juste un petit moment étymologique. En France, en latin en fait, le terme résilience, ça vient de résilio et résilire, qui a donné le terme résilience, qui a aussi donné le terme résignation et le terme résiliation. Donc on voit que la manière dont on a envie de l'aborder, c'est pas exactement celle-là, parce que pour nous, la résilience, c'est la capacité d'une organisation à survivre et à se transformer face au choc. Marine? Ouais, vous entendez rien? Ouais, non, c'est toujours pas idéal le son. Est-ce qu'il y a une fenêtre peut-être ouverte près de toi? On a l'impression d'entendre. Oui, alors Ouais. effectivement, il y a des travaux dans ma rue, toutes les fenêtres sont fermées. Je ne peux pas Ah, faire mieux. très bien. Ok, donc ça doit venir de ça parce qu'on entend effectivement des sons, des sons de l'extérieur, mais ça doit être les travaux. Ouais, non, enfin, à part aller voir la mairie de Paris et leur demander d'arrêter, je peux rien faire. Et Non, bah, pas grave. Écoute, continuons comme c'est ça à ce inaudible, niveau-là. hein? C'est dommage, mais on t'entend, mais c'est juste qu'il y a des sons parasites à côté. Du coup, c'est pas idéal. Mais bon, c'est pas grave. Si on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. On va continuer comme ça. Si c'est Pardon. vraiment inaudible, je peux essayer de me connecter depuis mon téléphone un peu plus bas. Essayons comme ça. On t'entend quand même bien. Pas de souci. Merci, D'accord. Marine. Ouais, donc la différence entre résilience et résistance. La résilience, c'est la capacité à survivre face à plusieurs chocs. La résistance, c'est la capacité à résister, ne pas céder, ne pas s'altérer face à des chocs. Donc, l'antonyme de la résilience, ça va être la rigidité. L'antonyme de la résistance, c'est la fragilité. Si je veux synthétiser, même schématiser, c'est un peu le chêne et le roseau de La Fontaine. La résistance, c'est le chêne, c'est-à-dire que face à des gros chocs, il résiste, il résiste, il résiste, et puis à un moment, il peut se briser, alors que la résilience, c'est le roseau. Il plie, mais il ne rompt pas face à des vents importants. Pour nous, la résilience, c'est un processus. C'est un processus en 3 étapes. Une première étape qui est se préparer à la crise. Une deuxième étape qui est résister à la crise. Et une troisième étape qui est se renouveler. Une organisation résistante, elle va se focaliser sur l'étape 2, c'est-à-dire résister. Une organisation résiliente, elle est dans un processus de renouvellement continu, c'est-à-dire qu'à chaque fois, en permanence, elle est sur ces 3 étapes. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de vous présenter des bonnes pratiques sur chacune de ces étapes. Alors, se préparer à la crise. Se préparer à la crise, en fait, ça veut dire être sur des bases solides. Donc, dans le cadre de la crise qu'on a vécue là, des bases solides, ça veut dire des bons outils, des ordinateurs qui fonctionnent, des outils qui fonctionnent, des connexions Internet qui fonctionnent, des travaux qui ne sont pas dans la rue, potentiellement, ce qui fait que tout le monde peut écouter. Ça veut aussi dire des ressources autonomes. Les organisations qui ont le mieux pour le moment résisté, notamment au télétravail, ce sont celles où il y avait déjà une culture de l'autonomie assez forte, une culture de la collaboration bien établie, une habitude du télétravail. Alors c'est un peu impossible, évidemment, de savoir à l'avance de quoi on va avoir besoin en cas de crise. Néanmoins, il y a des manières de connaître les tendances un peu lourdes qui arrivent. C'est-à-dire qu'on est entre professionnels DRH, là. Évidemment, on ne pouvait pas prévoir le confinement. En revanche, ce qu'on a vu pendant la période, c'est-à-dire l'arrivée du télétravail, des outils collaboratifs, une agilité des structures, etc., sont des choses en fait qu'on était tous, avec lesquelles on était tous à l'aise depuis très très longtemps et on savait tous
que c'était le futur des organisations. Là, cette période de crise a eu un effet catalyseur, un effet d'accélération de mouvements qu'on connaissait. Alors, pour connaître les tendances lourdes, moi, il y a deux vecteurs que j'utilise et que j'apprécie. Un, c'est Uzbek Erika. Uzbek Erika, c'est le magazine du futur, qui avait notamment cet été sorti un numéro spécial sur la collapsologie. Tout va s'effondrer et alors. Mais de manière régulière, ils étudient vraiment les tendances lourdes du futur. Et ça permet de savoir un peu, voilà, de prendre un peu de recul, d'anticipation face aux grands événements du monde et des management. Et puis la Harvard Business Review, donc la version française. Là, je vous ai mis celle aussi qui était sur le leadership, mais de manière régulière, la Harvard Business Review publie des articles vraiment de fond, mais faciles à lire, et qui permettent d'identifier un peu les grandes tendances des organisations. Pour information, là, pendant la période, tous les articles liés au coronavirus sont disponibles gratuitement sur le site de la Harvard Business Review, et notamment tout ce qui est lié à la position du leader et du management dans le cadre de la crise. Une deuxième manière de bien se préparer, troisième, pardon, c'est d'anticiper les chocs. Alors, anticiper les chocs, ça nécessite d'être un petit peu original. Et là, je voulais vous parler de deux exemples qui sont assez sympas, qui permettent de se préparer. Un premier exemple, c'est la Red Team que l'Agence Innovation Défense a mise en place. La Red Team, en fait, c'est 4 à 5 personnes, en l'occurrence, plutôt des auteurs de science-fiction, qui ont été recrutés par l'Agence de la Défense pour écrire des scénarios catastrophistes de ce qui pourrait arriver dans le monde, de manière à ce que le ministère, en fait, puisse prévoir, anticiper sa réaction si jamais ces scénarios se réalisaient réellement. Alors, on dit souvent que le secteur public n'est pas très, très attractif. Là, en l'occurrence, pour cette Red Team, ils ont envoyé une candidature pour 4 à 5 postes. Je crois qu'il y a eu plus de 500 candidatures de personnes qui avaient envie d'inventer des scénarios de collapsologie sur la défense. Donc, je pense que ce genre de méthode est assez attractive. Dans une logique un peu plus simple, j'avais envie de vous parler d'un séminaire de design fiction qu'on avait organisé pour une agence de santé, où en allant moins loin dans les scénarios de collapsologie, on avait quand même identifié, à partir des tendances lourdes, des futurs soit souhaitables, soit pas du tout souhaitables, qui pourraient arriver à des organisations. Et après, l'objectif, c'est de faire travailler les équipes sur comment est-ce qu'ils réagiraient si jamais ces scénarios se réalisaient réellement. Résister à la crise, ça, je ne vais pas trop m'attarder dessus parce que je pense qu'on a tous beaucoup résisté récemment. On voit tous ce que ça veut dire. Là, juste, je vous présente un petit outil que vous pouvez utiliser. C'est un outil qui est issu de l'analyse systémique. C'est-à-dire qu'en fait, quand on analyse une organisation, on l'analyse à travers ces différents systèmes-là. Et l'objectif, en fait, c'est de savoir si l'organisation est solide sur chacun de ces sujets. C'est-à-dire, est-ce que la vision est claire, est-ce que la stratégie d'entreprise est claire, je commence par les hauts, est-ce que l'organisation est solide, est-ce que c'est qui fait quoi, est-ce que les processus sont clairs ou l'autorisation de déjouer les processus ailleurs, est-ce que les collaborateurs sont compétents par rapport à ce qu'on leur demande, etc. Là, ce qu'on sait, c'est que par exemple, pendant la période, les organisations qui ont le mieux réussi, ou en tout cas, pardon, pas les organisations qui ont le mieux réussi, mais ce qu'on a constaté pendant la période, c'est par exemple sur le stream organisation, les organisations qui ont le mieux résisté sont celles où en fait on a su réduire les processus de décision, aller chercher directement les bonnes personnes. Il y a beaucoup de structures qui nous ont dit avoir décelé des compétences chez leurs équipes à laquelle elles ne s'attendaient pas, soit des compétences d'autonomie, soit des compétences de toxic handlers, qui sont les personnes qui en fait font éponge du stress de leurs collaborateurs pendant les périodes. Et donc, une période de résistance, c'est aussi une période où on découvre de nouvelles compétences. Et puis, les organisations qui ont mieux réussi sont aussi celles qui avaient déjà des outils de collaboration ou des pratiques de collaboration qui étaient assez développées. L'analyse systémique, en fait, elle vient analyser chacun de ces streams et elle vient aussi analyser la cohérence entre chacun d'entre elles. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez des outils collaboratifs hyper développés, il faut que votre culture soit aussi axée sur la collaboration, il faut que vos people aient ces compétences-là. Donc, voilà, ça c'est juste une petite grille d'analyse qui peut être utile pour analyser votre organisation aujourd'hui et puis surtout pour vous aider à vous renouveler.
Parce qu'en fait, là, on est dans une période de crise qui a duré 2 mois. En réalité, on le sait à peu près tous, il est probable que la crise dure encore pendant quelques temps. Et donc, il va falloir que les organisations, d'une part, s'adaptent à la situation qui est en train d'arriver, et d'autre part, se préparent à faire quelque chose de nouveau, en se questionnant sur le futur qui est souhaité pour l'organisation. Donc là aussi, en fait, si vous voulez faire ça simplement et de votre côté, l'idée, c'est de regarder par rapport à chacun des axes d'analyse, qu'est-ce que vous arrêtez de faire? Qu'est-ce que vous voulez continuer à faire? Qu'est-ce que vous voulez continuer à faire, mais différemment? Et qu'est-ce qu'il faut inventer de nouveau pour arriver à pérenniser votre organisation? Et ça veut dire le faire pour la période en cours, parce que là, on est dans une période de transition, et puis pour après. Il y a un point, évidemment, en RH qui est particulièrement important, c'est comment est-ce que tout ça va affecter la relation avec les collaborateurs et les collaboratrices. Puisque là, les structures ont résisté, on était un peu tous sous choc, et voilà, je pense que les gens ne se sont pas trop posé de questions. La question, c'est jusqu'à quand est-ce qu'on va réussir à résister? Là, en fait, il y a un élément qui s'appelle le contrat psychologique, sur lequel je pense qu'il faut qu'on s'attarde. En fait, quand un collaborateur rejoint une organisation, il signe un contrat, vous en avez tous signé, un contrat qui lui donne une rémunération, une position dans l'entreprise, des missions, etc. Ça, c'est ce qui fait que les collaborateurs rejoignent l'organisation. En réalité, il y a aussi des éléments non écrits, mais qui sont les facteurs qui font que le collaborateur a envie de vous choisir, vous, plutôt que notre organisation, et a envie de rester plutôt que d'aller dans une autre organisation. Donc ça peut être par exemple l'ambiance, ça peut être l'employabilité qu'il va avoir, ça peut être le fait que votre entreprise ait un sens, une mission, etc. Ces choses-là ne sont pas écrites. Et un collaborateur reste dans une entreprise tant qu'il a le sentiment que ce contrat psychologique est équilibré. C'est-à-dire que le jour où il considère que, par exemple, l'employabilité que vous pouviez lui garantir quand vous y étiez n'est plus au même niveau que ce qu'il souhaitait, le jour où il considère qu'il fait plus d'efforts pour lui que l'entreprise, qu'il fait plus d'efforts pour l'entreprise que l'entreprise n'en fait pour lui, à ce moment-là, le contrat psychologique est déséquilibré et donc on a un risque de départ des collaborateurs. Donc là, évidemment, pendant la période, il y a eu 2 types d'entreprises. Il y a eu celles qui ont fait beaucoup pour leurs collaborateurs, et donc là, la balance est déséquilibrée en faveur du collaborateur. Et il y a eu celles où ce sont les collaborateurs qui se sont beaucoup investis et qui ont eu le sentiment de ne pas avoir de contrepartie en face. Donc, par exemple, des collaborateurs qui n'ont pas eu les outils, des collaborateurs où la relation de travail s'est dégradée, des collaborateurs, et notamment beaucoup en ce moment, qui ont l'impression que leurs contraintes personnelles ne sont pas suffisamment prises en compte dans le cadre du déconfinement. Voilà ce que c'est qu'un contrat psychologique. Et si vous changez quelque chose dans votre organisation, si vous changez votre vision, si vous changez vos outils, etc., vous venez déséquilibrer les termes du contrat psychologique. Pour réussir le déconfinement, pour réussir à rester une organisation résiliente, il faut que vous vous posiez cette question de pourquoi les collaborateurs sont venus chez nous. Si on change notre culture de travail, si on change quelque chose dans notre vision, notre organisation, nos processus, les ressources de nos people, etc., qu'est-ce qu'on change comme terme dans le contrat psychologique? Ce qu'on recommande là, à court terme, c'est d'abord d'évaluer l'état d'esprit de vos équipes. Évaluer l'état d'esprit de vos équipes, ça veut dire comment est-ce qu'ils ont vécu ce confinement? Est-ce qu'ils ont le sentiment qu'ils ont beaucoup donné? Est-ce qu'ils ont le sentiment que l'entreprise a beaucoup donné? Bref, comment est-ce qu'ils se positionnent aujourd'hui par rapport à l'organisation? Pour l'évaluer, donc ça peut être fait assez simplement, soit vos managers appellent vos collaborateurs, soit vous avez mis en place des dispositifs de soutien, vous pouvez mettre en place une enquête, mais il faut aller sonder vos collaborateurs pour savoir s'ils sont prêts à revenir ou non. Il faut se rappeler qu'il y a à peu près 70% des collaborateurs qui n'avaient jamais fait de télétravail avant, qui aujourd'hui veulent avoir du télétravail. Il y a quelque chose qui est en train d'évoluer dans les mindsets. C'est nécessaire de l'évaluer. Deuxième étape, rééquilibrer les termes du contrat. Si vos collaborateurs ont le sentiment d'avoir beaucoup plus donné pour votre organisation que ce que l'organisation ne leur a donné, ça vaut le coup de créer des actions. Donc, ça peut être des formations, des moments d'information, ça peut être des séminaires,
il y a plein d'actions possibles, en tout cas pour donner autant à vos collaborateurs que ce qu'ils ont l'impression d'avoir donné. Et nous, ce qu'on recommande, c'est d'initier une réflexion collective sur le renouvellement, puisque nécessairement, là, votre organisation va évoluer. Chaque stream va connaître un peu de changement, donc que ce soit vers plus de souplesse, moins de souplesse, que ce soit vers plus de collaboratif, moins de collaboratif. En tout cas, les organisations pour lesquelles vos collaborateurs ont signé pré-crise ne sont pas les mêmes que celles que vous retrouvez post-crise. Et je pense que c'est nécessaire de les impliquer dans le cadre de la réflexion là-dessus. Et alors effectivement, Clément, juste pour finir, on a lancé une grande enquête sur la résilience organisationnelle qui nous permet de recueillir des bonnes pratiques, notamment sur les petits tips qu'ont mis en place les managers pendant la période, les bonnes actions, les bonnes pratiques d'organisation qui se sont tournées vers leurs collaborateurs, etc. Et on a lancé cette enquête, on l'a lancé cette semaine dernière. L'idée, c'est de recueillir plein d'éléments sur ce que c'est que la résilience, qu'est-ce qui lie un collaborateur face à son organisation, et qu'est-ce qui fait que les collaborateurs vont ou non avoir envie de continuer dans les circonstances dans lesquelles ils continuent. Voilà, donc je suis désolée pour le son. Moi-même, j'étais en fait très gênée. J'espère que ça ne s'est pas trop entendu pour vous. Je ne sais pas s'il y a des questions du coup. Alors pour le moment, il n'y a pas trop de questions, à part quelqu'un qui demandait si il pourrait avoir les supports de présentation. Et du coup, je répète, les supports seront envoyés à la suite du webinaire. Et du coup, n'hésitez pas aussi à réagir à la question de Marine. Vous, où en êtes-vous? Est-ce que typiquement ce contrat psychologique, il est déséquilibré en faveur de l'entreprise ou en faveur du collaborateur, comme l'expliquait Marine? Est-ce que vous avez réussi à trouver une situation d'équilibre? Ça peut être intéressant aussi. On a Magali qui dit « C'était parfait, Marine ». C'est une approche plus managériale que RH, réagit un des participants. Je ne sais pas si tu veux rebondir là-dessus, Marine. Oui, alors c'est vrai que moi j'ai une valence management, donc c'est toujours comme ça quand je fais une présentation. En réalité, il y a aussi des processus RH qui font que c'est aussi une approche RH. Donc, typiquement, là il y a eu pas mal d'actions qui ont été mises en place à destination des collaborateurs, notamment en activité partielle, des actions de formation, etc. Ça, ce sont des actions RH. Mais c'est vrai que j'ai une valence personnelle qui fait que je fais des tours de management. Super, merci Marine. A priori, pas trop d'autres réactions pour le moment, mais si vous avez d'autres réactions, n'hésitez pas à les poser aussi dans mon Q&A et Marine pourra y répondre par la suite. Et Rachel te dit merci beaucoup. Du coup, merci Marine pour cette première intervention. Maintenant, on va passer à la deuxième intervention. Cette deuxième intervention, c'est Loïc qui va la faire. Et Marine, en fait, nous a montré un petit peu, notamment à travers cette analyse systémique, c'est ce que je m'étais noté dans ta deuxième partie, résister à la crise. Marine, tu nous as présenté une analyse systémique. Il fallait voir chaque phase un petit peu ou partie de l'entreprise, la vision, l'organisation, les personnes, les outils, la culture, les compétences, chacune de ces facettes, les analyser et puis s'assurer qu'il y ait une cohérence entre elles. Là, avec Loïc, on va entrer plus, on va zoomer en fait sur la partie compétences et on va essayer de comprendre du coup ces compétences, comment identifier celles qui sont clés au fonctionnement de l'entreprise, comment potentiellement les réallouer. Loïc, je te laisse la parole. Merci et bonjour à tous. Je me permets du coup de partager mon écran. Je pense que ça va marcher du premier coup. On a fait les tests avant, donc normalement tout va bien se passer. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est bon, ça fonctionne. Merci. Super. Je me permets juste de déplacer ça. Ça aussi. OK. Est-ce que vous voyez la petite barre de commentaires Zoom ou vous voyez l'écran parfaitement? Moi, je vois l'écran comme il faut. Ok, bon, c'est parti. Super. Effectivement, l'objet de ce que je voulais partager avec vous ce matin, moi, c'était le cœur du réacteur, au-delà de tout le volet managérial et de culture et de vision, le cœur du réacteur que sont les compétences. Clément en a parlé en introduction.
puisque nous, chez 365 Talents en particulier, mais en partenariat aussi avec des cabinets conseils et PwC avec qui on a travaillé récemment, on a essayé de voir comment on pouvait aider les entreprises à se réinventer, à se renouveler, donc à revenir sur la troisième étape qu'évoquait Marine juste avant, se réinventer, se renouveler autour des compétences qui sont devenues stratégiques, qui l'étaient peut-être déjà, mais qui, au vu de ce qui vient de se passer et de ce qu'on traverse encore, le deviennent encore plus. Donc, ce que je voulais vous partager brièvement, c'était d'abord le constat sur le choc qu'on vient de traverser et un constat plutôt RH. Du coup, ça plaira aux participants qui a posé cette question juste avant. Un constat plutôt RH. Qu'est-ce que ça a changé pour nous, RH, et on va plutôt parler de ce que ça change pour la suite, parce que ça a changé plein de choses autour de l'organisation du travail, du télétravail, du temps partiel, de la gestion même sanitaire, de la maladie et de l'accompagnement des collaborateurs autour de tout ça. Mais maintenant, il y a autre chose qui doit se préparer. Donc, l'idée, c'est de partager un peu l'état de choc et les nouveaux constats autour de ça. Ensuite, c'est de partager des exemples concrets de réaction face à ce choc et du coup, de comment, dans certains secteurs, on a dû se réinventer et on est sur cette étape 3 de renouvellement et autour de nos compétences stratégiques. Donc, je reviendrai sur 4 exemples sectoriels. Après, du coup, je vous présenterai ce qu'on a imaginé avec notre partenaire conseil autour d'une solution et d'un accompagnement pour être capable très rapidement d'aller capter ces compétences, de mapper les compétences existantes et de voir si elles sont bien associées avec les besoins et les projets stratégiques du moment. Et puis, à terme, d'aller vers ce qu'on appelle, alors c'est un terme très anglo-saxon, mais c'est plus d'agilité autour de la gestion des compétences, c'est la place de marché des compétences, comment on rend ça beaucoup plus agile. Et vous verrez, il y a un exemple que je vous donnerai qui illustrera ça très bien et on va revenir là-dessus. Un petit mot du coup sur 365 Talents. Nous, on est éditeur d'une solution qui permet aux DRH d'aller capter et valoriser 100% des atouts de leurs collaborateurs pour aider au staffing sur des projets d'émission, pour aider à la mobilité interne ou au workforce planning, donc à la modélisation des forces en présence et à la projection de l'organisation sur les métiers de demain. Et on déploie notre solution chez des acteurs dans différents secteurs d'activité, toujours avec un gros pilier expérience collaborateur, engagement des collaborateurs. Le constat du coup qu'on voulait partager, je pense qu'il va faire écho à ce que beaucoup d'entre vous ont en tête, mais c'est qu'au-delà de la crise sanitaire et économique qu'on vient de traverser, il y a ce sujet des compétences qui ressort et qui devient plus que jamais critique. Donc les points de douleur, les pain points majeurs que tous on a dû affronter, ils sont assez évidents. Ça a commencé par tous les sujets liés à l'absentéisme, à l'activité sous tension ou à l'arrêt, à des sujets du coup de réallocation des ressources et de travail à distance dans certains cas, puisque l'interdiction du voyage était une réalité. Là, on n'est que sur des sujets RH et plutôt de l'instant, de comment on résiste à la crise, comment on fait là quand on est sous la vague. Pour ceux qui font du surf, comment on fait pour attendre que ça passe, quoi. L'étape d'après, c'est bon, ok, maintenant, on a de nouveaux points de douleur, c'est qu'on a des ressources qui vont être limitées. Donc, potentiellement, on va arrêter de recruter alors qu'on avait des plans de recrutement massifs. Pire encore, on doit faire des économies parce qu'on a notre réseau qui a été ravagé et du coup, il faut être capable d'optimiser. Économie peut vouloir dire aussi il faut qu'on fasse partir des gens parce qu'on n'a plus les forces suffisantes et l'assise suffisante pour continuer comme avant. Le point majeur aussi, et on l'a évoqué juste avant avec Marine, et avec Clément, c'est qu'il y a aussi des nouveaux business models et une nouvelle chaîne de valeur qui se construit. Et il y a des entreprises entières qui doivent se réinventer. Qui étaient dans les exemples évidents, mais dans le transport, dans le voyage, et bien dans l'hôtellerie, il y a des choses qui vont plus pouvoir se faire comme avant. Donc globalement, le métier doit changer.
Du coup, d'un point de vue RH, qu'est-ce que ça amène comme nouveau besoin? Des choses assez simples, mais qui sont exacerbées en fait par le contexte. Je prends le premier exemple, c'est comment j'identifie et je mobilise les compétences critiques pour faire face soit à la crise quand on est dedans, sous la vague, soit pour surfer sur la vague qui vient après. Comment je réalloue ces compétences justement à court terme, donc en live, et finalement à moyen terme. Comment je favorise la rencontre entre l'offre et la demande de compétences plus efficacement, puisque j'ai moins de ressources externes, potentiellement moins de ressources tout court. Pour autant, je dois me réinventer, il faut que j'arrive à faire tout ça. Ça veut dire aussi, du coup, former des gens, mettre en place des logiques d'upskilling un peu massifs et rapides autour des outils et des modes de travail à distance, les outils et les modes de travail des digitaux plus que jamais, mais globalement autour des nouvelles compétences et des nouveaux sujets qu'il faut savoir adresser. Et donc, à ce sujet-là, les plans de formation, qui étaient des choses plutôt... on va dire gravées dans le marbre jusqu'à présent, deviennent des choses qui doivent être bouleversées, réinventées et de manière très temps réel presque et très personnalisée. Du coup, ça va me permettre de venir sur quatre exemples de réactions face à ce constat. Des réactions qui vont toutes dans le même sens en fait que ce qu'on vient d'évoquer, mais la première, c'est celle sur laquelle je voulais passer le plus de temps, c'est l'AP-HP. L'AP-HP, du coup, une grande maison très processée, hôpitaux, assistance publique, hôpitaux de Paris, pour préciser, et frappé de plein fouet par la situation, qui, du jour au lendemain, alors, en fait, c'était une question de semaine, a dû focaliser toute son énergie sur sauver des vies du fait du Covid. Cette situation sanitaire-là, autour du Covid-19, du coronavirus, c'est pas une situation classique pour la PHP. Ils ont d'autres types de pathologies à traiter, ils ont du récurrent, ils ont des choses plus normales. Eh bien, ça, c'est un constat qu'on a pu tout faire. On a vu que cette organisation plutôt très processée et très traditionnelle a réussi à se réinventer en quelques semaines à peine. Se réinventer, ça voulait dire quoi? Ça veut dire que sur les ressources, il y a eu une sorte d'explosion du vivier de compétences en interne. Alors, on est allé chercher des retraités, on est allé chercher des gens qui étaient internes ou en formation. On est allé chercher des gens, entre guillemets, de l'étage en dessous et de l'étage au-dessus pour venir en réanimation. Et le radiologue est venu faire de la réa et l'aide-soignant est venu faire de la réa alors qu'il était plutôt sur d'autres sujets. Donc, il y a eu une sorte de mélange très rapide de toutes les expertises. Pourquoi? Parce qu'il y avait un sens commun pour résister. C'est peut-être, ça rejoint aussi ce qu'on a dit juste avant, mais il y avait un objectif commun, il y avait une vision, c'était sauver des vies. Il faut qu'on soit à fond pour réussir à faire ça. Et donc, il y a eu une cristallisation, il y a eu forcément plein de ressources qui ont été mobilisées, il y a eu plein de choses. Il y a eu des sujets de formation à la volée ou avec des partenaires et des startups, notamment. Certaines doivent être membres du LabRH, mais pour faire de la formation à distance et faire cette montée en compétences ultra rapide pour que les gens qui viennent de la radio soient capables de faire de la réa en 3 jours, quoi. Donc ça, finalement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu cette réinvention autour de cette place de marché, entre guillemets, sans parler de quantification économique, hein, mais cette place de marché de compétences. Tout a été revu de fond en comble et a priori avec succès. En tout cas, il y a eu une vraie mobilisation autour de ça. Si on prend d'autres exemples, le luxe a dû se réinventer. C'est peut-être très temporaire, mais en tout cas, il y a eu cette volonté des grandes entreprises du luxe ou de l'industrie en général, textile par exemple, de faire des masques ou pharma, de faire du gel. Donc là, ça veut dire on revoit les chaînes de production, on mobilise des gens différemment, on a des compétences sur des produits qu'on ne maîtrisait pas, qu'il faut développer. Donc c'est à peu près le même constat. Chez deux clients chez 365 Talents, dans la banque d'investissement, l'enjeu là, et c'est un cas de figure que j'évoquais tout à l'heure, c'est comment on fait pour faire la même chose qu'aujourd'hui, mais différemment, avec moins de ressources ou des ressources différentes. Et dans la banque d'investissement, il y a notamment tout ce qui est production bancaire, tout ce qui est back, middle et front office. Et ça, en général, notamment d'un point de vue digital, c'est très staffé par des ressources externes.
et des expertises de conseil, notamment sur des langages de programmation un peu historiques sur tous les systèmes bancaires. Donc, on a un langage qu'on aime bien utiliser dans le monde du digital, c'est le COBOL, c'est un truc qui fait un peu peur. C'est un langage de programmation très robuste qui a été utilisé dans plein de systèmes, notamment dans la banque. Et bien, du jour au lendemain, les banques ont décidé d'optimiser leurs ressources. Ils sont séparés de prestataires externes qui avaient notamment ces compétences COBOL. Du coup, ils se disent demain, comment on fait pour opérer tous nos systèmes sans ces ressources externes? Qui sait faire ça chez nous? Comment on sait où ils sont? Quel est leur niveau de détention de ces compétences? Et quand on a dans certains environnements moitié de consultants externes, moitié de ressources internes, du jour au lendemain, il faut qu'on arrive à faire la même chose avec moitié moins de ressources. Et donc, il y a cet enjeu d'aller identifier les compétences. Un autre exemple, dans la distribution, là, c'est autre chose, puisque là, le disque est changé. Pendant 2 mois, les magasins fermés. Un plan 2023 ou 2025 de transformation digitale, de mise en place d'une marketplace, d'ouverture de sites e-commerce plus que jamais. Le plan, là, il devient une question de survie, en fait. C'est que si, après 2 mois de fermeture de boutique, on n'arrive pas à redéployer, et si on n'arrive pas à trouver un relais de croissance sur le digital, comment on résiste, comment on survit, notre entreprise se réinvente, mais finalement survit, quoi. C'est vraiment ça la notion. Donc, c'est bien la résilience. Et donc, là, c'est assez simple, c'est de dire, en fait, notre plan 2023-2025, on le raccourcit. Ce n'est pas 2025, c'est 2021. Et comment on fait pour aller plus vite alors qu'on a techniquement moins de ressources? Eh bien, finalement, c'est un peu la même réponse. Il faut qu'on fasse le mapping de qui est capable de faire quoi de manière très agile autour du digital pour mettre en place nos plateformes e-commerce, notre marketplace, et qui est de manière très agile aussi capable de nous accompagner sur le volet supply chain, logistique, comment on va faire pour changer tous nos flux. Avant, on devait déployer vers des boutiques systématiquement dans tous les pays du monde. Maintenant, on va centraliser ça sur des centres et puis ça va se répartir. Donc là, c'est une réinvention du business model, un raccourcissement des objectifs de transformation, notamment digitaux, et du coup, l'enjeu d'identifier de manière très rapide quelles sont les capacités en digital et en logistique. C'est autour de ce constat-là. D'ailleurs, je peux vous poser la question, je ne sais pas si on arrive à être très interactif, mais on a parlé COBOL dans le digital, on a parlé compétences plus sanitaires, médicales à la PHP, on a parlé logistique et digital dans le e-commerce. Est-ce que vous savez en un mot décrire quelle est la compétence stratégique de votre entreprise? Donc à celle qu'elle doit développer encore plus aujourd'hui au regard de ce qu'on vient de traverser. Si vous pouvez taper en un mot, ça donnera un petit peu d'input. Je ne sais pas si on arrive à voir. Ouais, n'hésitez pas à partager. Je pourrais te les lire si tu veux, Loïc, vu que tu présentes. N'hésitez pas à partager dans le chat, du coup, en un mot, donc la compétence stratégique que vous avez dû développer. Au pire, prenez votre temps pour répondre et puis on pourra revenir peut-être après dessus, Loïc, quand tu auras des réponses vers la fin de ta présentation. Parfait. Parfait, super. Autour de cet enjeu-là, nous, éditeurs de solutions, on s'est dit, tiens, comment en fait on arrive à répondre à ces sujets-là. Donc, c'est la minute commerciale de ma présentation. Mais au-delà de ça, c'est le moment où on se dit, tiens, est-ce qu'on est capable, nous aussi, de faire ce travail d'identification des forces en présence, de mobilisation et d'exploitation de ces compétences pour voir sur quel projet et sur quel rôle on arrive à les positionner, et après comment on arrive à évoluer vers plus de fluidité autour de la mobilité, comment on arrive à se transformer, comment on arrive à faire ce que la PHP a fait en 3 semaines, mais nous en potentiellement quelques mois. Et donc on a imaginé un mode de déploiement de notre solution où en 1 mois on peut aller faire ce travail de cartographie et de localisation des compétences globales ou sur certains domaines. En 1 mois additionnel, on arrive à travailler sur l'exploitation de cette cartographie de compétences et le matching sur les enjeux stratégiques. Donc, comment on voit si on a les ressources pour travailler sur notre plan à 3 mois, à 6 mois et à 18 mois. Et donc ça, c'est en utilisant les ressorts de la solution pour aller faire l'association offre et demande de compétences. Et puis, in fine, comment on va vers quelque chose de plus fondamental qui est l'évolution vers beaucoup plus d'agilité autour de la mobilité et du déploiement des compétences
comme l'a fait la PHP de manière très efficace, en tout cas du mieux possible dans le contexte, mais comment on fait en sorte qu'on arrive à mobiliser des ressources potentiellement à l'étage inférieur, à l'étage supérieur, sans qu'on passe par des processus de mobilité et de transformation trop longs, trop lourds, trop complexes. Donc l'enjeu, c'est d'aller vers plus d'agilité, et donc c'est ce qu'on appelle, c'est un terme du coup très anglo-saxon, mais la talent marketplace qui est dynamique et qui permet en continu de mettre en relation l'offre et la demande de compétences. Sur ce point-là, justement pour décrire un petit peu ce que ça peut être et puis vers quoi ça tend, l'idée c'est que ce soit un système très ouvert et très transparent, c'est-à-dire que tous les membres d'une organisation disposent de compétences et d'atouts, et il s'agit du coup de pouvoir les mettre en visibilité à tous les niveaux de l'entreprise et de l'organisation. Et c'est du coup très ouvert, très transparent, très horizontal. C'est pas une volonté de tout aplatir, mais les compétences sont disponibles et peuvent être mises à disposition de tout projet, de tout besoin, de tout enjeu stratégique. Les compétences sont donc la brique de base du dispositif. C'est les capacités. En anglais, on dit les capabilities. Ça englobe un peu plus que les compétences, puisque c'est aussi l'expérience qu'on a, les réflexes. Ça peut être les centres d'intérêt. Bref, nous, on aime bien chez 365 Talents parler des atouts. Donc, c'est les atouts du collaborateur comme brique de base. Parce qu'on peut avoir un atout pour une position, un autre atout pour un autre projet. Et finalement, du coup, on a bien cette capacité à répondre à des besoins. Et au cœur d'un système comme ça, on a besoin d'être capable de matcher les compétences, les atouts, les capacités de l'équipe au sens large et de l'individu au sens plus particulier. Donc, le matching des compétences est au cœur. Tout ça, ça permet quoi? Ça permet d'accélérer et de rendre plus adaptable la notion même de mobilité. On n'est plus sur les plans à 3 ans où on dit tu vas être là, et puis dans 3 ans tu feras ça, et puis dans 10 ans tu auras changé 3 fois de poste, tu en seras là. C'est moins vertical, c'est plus opérationnel, plus on va dire, plus ancré sur les besoins du terrain. Ça va développer aussi la culture de l'apprentissage continu, notamment entre pairs, avec je ne rappelle pas le 70-20-10, mais comment on développe les compétences, comment l'upskilling devient quelque chose de continu. Et accessoirement, c'est ce qui permet aussi d'améliorer, in fine, l'engagement, puisqu'on a une mobilisation plus efficace et un développement plus continu, plus live des collaborateurs. Et tout ça au bénéfice d'un business case qui est à valeur. Et aujourd'hui, je pense qu'en tant que RH ou en tant que manager, mais on a un enjeu d'être capable de contribuer à construire un business case positif, ou en tout cas à rendre l'entreprise efficace, performante, notamment dans ce contexte de reprise ou de relance ou de renouvellement. Donc, toute démarche très RH soit-elle doit avoir un impact très business. Donc, c'est le rôle plein du HR business partner là, qui s'exprime. Très rapidement, juste pour illustrer à quoi ça peut ressembler d'un point de vue outillage, une plateforme qui est à disposition des collaborateurs pour aller capter de l'information. Cette information, elle est restituée aux équipes RH ou au management sous différentes formes. Et il y a un grand volet traitement de la donnée derrière qui se fait de manière automatique. Donc, pour ceux qui ça intéresse, on peut en reparler à un autre moment, mais utilisation des dernières technologies d'IA appliquées au texte pour être capable de prendre de l'information de différentes sources, de différentes langues, de la mélanger et de restituer ça de manière intelligible pour que les managers, les directeurs, les RH aient de l'information sur ces compétences clés. Derrière, du coup, des leviers, des outils, des fonctionnalités de matching sur les projets stratégiques. J'ai un projet, quels sont les profils? J'ai un profil, quels sont les projets? Avec des explications dynamiques de tout ça. Ça ne marche que parce que rien n'est écrit d'avance et il y a de la technologie derrière pour être capable de faire ces matchings autour des atouts des collaborateurs. Et puis, du coup, la marketplace, c'est je suis collaborateur, on me propose des opportunités, que ce soit de mobilité, de projet, de mission, de formation, de manière très fluide et en dehors des plans qui étaient encore en place il y a potentiellement 6 mois ou 12 mois, puisque demain, on n'a plus le temps de faire ça. Donc, c'est aller vers cette transformation.
en résumé, et je n'ai pas regardé le temps, du coup, bon, je pense qu'on est pas mal. On est bon, il te reste 5 minutes et après on aura une question et puis je pourrais revenir aussi sur les compétences clés que les gens ont mis en avant plus avant. Super, parfait. Du coup, en résumé, le contexte radicalement nouveau, je pense que ça ne choque personne de le dire et en tant que RH, on est les premiers concernés. On l'a été pendant la crise et il y a plein d'articles super qui sortent en ce moment pour dire que les équipes RH sont mobilisées plus que jamais. En tout cas, on leur redonne des marges de manœuvre parce que c'est elles qui ont dû gérer, avec l'IT, mais qui ont dû gérer le télétravail, le temps partiel, les sujets individuels, sanitaires, enfin beaucoup de choses. Et c'est aussi ces équipes-là qui sont mobilisées pour l'après, puisque le sujet des ressources, des talents et des compétences internes, c'est le sujet qui permet de repartir. Donc, c'est une vraie force d'être sur ces sujets-là aujourd'hui. Il y a eu des réactions prises à très court terme. On a parlé de la PHP, on a parlé du luxe ou du textile, mais il y a aussi des réactions à prendre à un peu plus moyen terme sur les nouveaux plans stratégiques et les nouvelles priorités. Et c'est là où on a parlé de banque d'investissement, on a parlé aussi de la distribution qui raccourcissait ses plans de transformation, notamment vers le digital. Donc ça, c'est plus moyen terme, mais c'est radicalement nouveau. Donc aujourd'hui, il existe des solutions. En tout cas, il y a un enjeu d'aller capter et localiser, réallouer les compétences clés sur ces nouveaux projets stratégiques. Donc nous, on a imaginé une approche digitale avec un accompagnement autour pour vous aider à le faire. Il y a certainement plein d'autres façons en fonction aussi de votre entreprise pour mener à bien ces projets. Et donc, nous, ce qu'on sent venir, c'est ce redéploiement de l'organisation vers cette place de marché autour des compétences. Donc, cette Internal Talent Marketplace, pour prendre le terme anglo-saxon, qui est un moyen de changer le paradigme autour de la mobilité, de l'agilité et de se transformer probablement plus du chêne vers le roseau, quoi, pour reprendre l'image de tout à l'heure. Et c'est ça dont on aura besoin parce qu'on dit aussi que malheureusement, quand on vient de passer un épisode comme ça, potentiellement, il y en aura d'autres. Et du coup, la résilience, ce n'est pas une fois pour toutes, c'est plutôt long terme et il vaut mieux s'entraîner. Voilà. Du coup, Clément, tu disais… Oui, alors je reviens rapidement sur les différentes compétences stratégiques qui ont été mentionnées, puis après tu as deux questions. Je pense qu'on aura le temps de répondre à une à l'oral et l'autre, je te laisserai répondre à l'écrit. Sur les compétences stratégiques qui ont été développées, on a eu Marine qui était la première webinaire et j'ai rebondi en disant, je pense qu'au lab, nous aussi, les webinaires, ça a été la compétence stratégique, comment passer d'événements physiques qu'on faisait presque toutes les semaines à des événements virtuels. On a Eric qui a dit, qui a rebondi en disant COBOL, c'est retour vers le futur, 1959, et il dit ce qui est intéressant, c'est aussi comment refaire vivre une compétence disparue. Donc je laisse ça en suspens, mais effectivement, il y a beaucoup de choses à dire derrière ça. Après, on a Isabelle qui nous a dit que chez eux, c'était l'organisation. On a Rachel qui nous a parlé de rapidité décisionnelle. Emeline qui nous a mentionné l'adaptation. Moi, j'ai rebondi en parlant aussi au-delà des webinaires. Je pense que la prise de parole et l'animation, c'est une vraie compétence parce que c'est pas le même enjeu de capter l'attention en vidéo qu'en physique. Ça, je l'ai vu. C'est parfois on a des gens qui sont grandioses en physique, qui réussissent à animer une salle, ainsi de suite, et en digital, en fait, tout est perdu parce que c'est pas forcément les mêmes mécaniques. On a un autre participant qui a dit savoir fédérer en mode distanciel au regard d'un environnement changeant, du fait des lois, des décisions. Et Laura qui a dit sur mon rythme personnel, l'organisation et globalement dans l'entreprise, je dirais, l'autonomie des collaborateurs. Donc voilà, beaucoup de compétences stratégiques et beaucoup en fait de soft. C'est ce que moi je vois à travers ce qui a été dit. Loïc, je ne sais pas si tu veux rebondir rapidement là-dessus, si ça t'étonne ou pas, si c'est des choses que tu as vues aussi au cours de votre travail chez 365 Talents. Oui, effectivement, beaucoup de soft, puisqu'on s'appuie beaucoup sur les collaborateurs de manière individuelle. Du coup, chacun chez soi doit être capable de contribuer à quelque chose de nouveau. Du coup, c'est là où la notion d'adaptabilité des collaborateurs et des managers. Les managers, en plus, doivent savoir fédérer encore plus et avec des outils différents. Donc ça, évidemment. Après, tout autour de l'animation, de la communication, effectivement, c'est pareil. Enfin,
Même nous, hein, nous, on a dû apprendre à animer nos réunions hebdo sur Discord, un outil de prise de parole sans image. Là. Du coup, c'est comme si on était en talkie-walkie. On n'a pas de retour live, c'est des messages chat. Donc, bon, ça fait revoir différemment les choses. Après, malgré tous les sujets soft et plutôt individuels, il y a aussi des sujets d'entreprise. Et le retour vers le futur du COBOL, effectivement, c'est old school, mais c'est la réalité de beaucoup d'entreprises aujourd'hui. Et quand on pense que c'est tellement, daté que finalement, ça devient standard. On ne fait même plus attention. Et du coup, les systèmes tournent, pas de problème. Mais sauf que là, les systèmes ne tournent plus. Donc, il y a un enjeu de retourner vers le futur et d'être capable d'aller chercher tout ça. Mais, Loïc, par rapport au point COBOL que tu évoques, en fait, le danger, c'était d'avoir mis cette compétence dans les mains uniquement de l'externe. Nous, on bosse beaucoup avec de l'IT, notamment dans la banque et l'assurance. Ces systèmes, leur SI, les parties des fondements et des SI de ces boîtes-là sont en COBOL. Et tu as des entreprises qui ont 300, 400 développeurs externes qui ont plutôt au-delà de 50 ans, qui sont les seuls à maîtriser ça et qui sont à 90% des externes. Donc, c'est hyper dangereux, en fait. Du coup, c'est marrant parce que ça fait aussi la transition vers le cas plus distribution, où il y a un enjeu de transformation digitale, où on se dit, en fait, il faut juste qu'on change nos systèmes. Et il y a plein de façons de les changer. Sauf que là, le problème des banques, c'est que c'est tellement le parking et ce qu'il y a en dessous de la maison que c'est presque inchangé, en fait. Ouais. Donc, il est probable qu'il y ait des grands plans de formation autour du COBOL dans les années qui viennent. Ça, c'est sûr. Sur les deux questions, peut-être très rapidement, Clément, je les vois à l'écran là. En 2 minutes, Rachel demandait quelle compatibilité, probablement du coup de la fluidité, de l'agilité de la marketplace de talent avec des processus de recrutement lourds. Effectivement, alors peut-être qu'il faudra préciser, on peut en reparler après, mais qu'est-ce qu'on entend par lourd? Mais nous, ce qu'on perçoit surtout, c'est que, en tout cas vis-à-vis de l'externe, là, il y a un resserrement et il y a moins de recrutement, lourd ou pas, vis-à-vis de l'extérieur. En revanche, en interne, il y a aussi des processus de recrutement qui peuvent être très lourds, avec justement des étapes déjà de prise de poste qui doivent être faites au moins sur 3 ans avant de pouvoir être mobile. Une fois qu'on est tagué mobilité, alors on a le droit d'avoir des revues mobilité une fois par an. Il faut prendre le ticket parce que si on rate son ticket, c'est l'année d'après. Et ces process-là, ils sont vraiment très longs. Ça demande une transformation de l'entreprise et de la culture autour de ça. Donc, c'est là-dessus que nous, on a des clients, notamment bancaires, on parlait de leur situation vis-à-vis des compétences, mais ce n'est pas les plus agiles en termes de mobilité. Dans la banque, on a des plans où on dit dans 10 ans, les collaborateurs ont fait ça, 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 et le parcours était très linéaire. C'est en train de changer. Donc, la place de marché, nous, on travaille avec la Société Générale, avec la Caisse des dépôts, avec Crédit Agricole. Il y a des choses qui évoluent dans ce sens-là. Donc, ça fait revoir, il y a une transformation au niveau des processus qui est liée à la mise en place de ces démarches, tout à fait. Et ensuite, le marché, Rachel, toujours, le marché interne des compétences ne s'applique-t-il pas qu'aux grandes organisations? En fait, pour nous, les plus petites organisations sont plus comme ça naturellement. Puisqu'on on connaît mieux les gens, en fait, c'est ça le principe. Et donc, quand il y a un besoin, s'il y a le bon canal de communication, on est capable de diffuser le besoin et tout de suite d'avoir la mobilisation de la compétence. Chez nous, chez 365, on est 40. On arrive à fonctionner comme ça. Quand il y a un besoin côté market, ça peut être quelqu'un côté customer success ou côté développement ou IA qui va être mobilisé pour y répondre. Dans une grande organisation, ça marche. Ça marche plus comme ça. Toujours est-il que nous, on pense qu'au-delà de quelques centaines de collaborateurs, eh bien, on perd ce lien et on perd cet ancrage très managérial qui fait qu'on arrive à connaître les forces en présence et du coup à les mobiliser simplement. Et donc, il y a un côté plus tour de contrôle qui se met en place. Donc, pour nous, c'est là où il s'agit de déployer la logique de marketplace. Et on a des organisations clientes qui peuvent être de plus petite taille, sur quelques centaines de collaborateurs, 500 par exemple. On commence à perdre un peu la réalité des compétences en place. Et du coup, ça devient stratégique de pouvoir
les identifier et les réallouer très vite aussi. Parfait, merci Loïc, merci pour ton intervention. Du coup, on va très bientôt passer à notre troisième intervenant, Eric. Et en fait, c'est un petit peu une suite logique, j'ai envie de dire, dans le sens où tu as mentionné, par exemple, dans tes exemples, Loïc, le fait qu'il y avait, à la PHP, par exemple, tu étais à la radio et tu dois faire de la réanimation en 3 jours, tu dois apprendre, en fait, du coup, une nouvelle façon de travailler. Dans d'autres entreprises, ça peut être le fait de passer en télétravail du jour au lendemain. Et en fait, c'est un peu ce sur quoi Eric va intervenir, puisqu'il a lancé une grande enquête dont il va pouvoir nous parler plus en détail sur la transformation des habitudes de travail des personnes au cours de cette période. Et du coup, Eric, je te laisse la parole. Merci Clément, bonjour à tous. Je vais vous partager mon écran et on sera dans l'environnement Google Data Studio. Donc en fait, les données que vous verrez sont des données en temps réel qu'on a collectées et sur lesquelles on va pouvoir faire quelques filtres. Alors, hop, je partage mon écran. Hop, c'est parti. Voilà, donc repartir ensemble. Une petite introduction sur House of Co-Design. Donc nous, on est une entreprise qui a 5 ans et House of Co-Design, c'est à la fois une vision, un lieu, une méthode et une équipe pour faciliter l'innovation et accélérer les transformations. Donc on est à Paris, porte de Clignancourt, et on travaille pour Vinci, Bouygues, L'Oréal, enfin plutôt le CAC 40. Notre idée de départ, ça a été de dire, c'est un moment assez unique, donnons à tout le monde la possibilité d'avoir un retour sur ce moment-là et de tester ses collaborateurs. Donc, on a permis à 50 équipes d'entreprises, donc vous avez les logos ici, de faire leur questionnaire, un questionnaire totalement anonyme, que chaque manager pourra envoyer à ses équipes. Au final, il y a 35 questions qui ont été donc diffusées par chacune de ces organisations sur le ressenti de chacun, puisqu'on est dans un moment où on a tellement mixé vie pro et perso que l'entreprise se doit de comprendre où en sont ses collaborateurs, comment ils ont ressenti ce moment-là. La relation à l'entreprise et au manager, comment ça s'est passé? Est-ce que l'entreprise était là ou pas? Est-ce que les managers étaient là? Est-ce que les collègues étaient là? Et puis, un troisième grand volet sur le travail à distance. On a alors une grande majorité sur France, mais on a 2 entreprises en UK, une entreprise en Belgique. Histoire de pas avoir de biais, parce qu'on peut se dire à un moment, il n'y a que les entreprises pour lesquelles ça s'est bien passé qui vont faire cette enquête. On avait un témoin parallèle, puisqu'on a ouvert aussi l'enquête sur LinkedIn avec 140, 150 réponses qui pour le coup étaient anonymes, mais décorrélées de toute volonté d'entreprise. Et à quelques pourcents près, on retrouve ce qu'il y a à gauche dans ce qu'il y a à droite, à savoir notre témoin LinkedIn est plutôt cohérent avec ce qu'ont vécu les gens dans les entreprises qui ont été participants à l'enquête. Donc, on a 1200 réponses. On en a fait un premier traitement et vous êtes les premiers à les découvrir sur à peu près 600 personnes. Donc, la première chose, sur le côté expérience qu'on a vécu, le moral, on a une première question, c'est comment avez-vous vécu ce moment? On est à 6,7, donc on est plutôt pas mal. Est-ce que c'est un moment unique dans votre histoire? Globalement, oui, puisqu'on voit que 87% des gens pensent que cette période sera un moment marquant de la vie. Et puis sur le retour, là, c'est plus perplexe. On sent, et on verra aussi en fonction des tranches d'âge, que ce n'est pas forcément la même réaction sur « OK, comment ça va se passer le déconfinement? Est-ce que c'est plutôt un soulagement ?» Un premier filtre qu'on peut regarder, qui est la répartition homme-femme, puisque notre questionnaire était anonymisé, mais on avait 2 questions complémentaires sur est-ce que vous êtes une femme ou un homme et la tranche d'âge. On se rend compte assez rapidement que entre hommes ou femmes, surtout sur le diagramme du centre,
l'importance du moment est assez différente, en fait, puisqu'on a 10% d'écart entre est-ce que c'est un moment important et marquant de votre vie, oui ou non. Et ce qu'on a vu derrière, c'est que, notamment chez les hommes, c'est la surreprésentation du manque de liberté. Je pense que le manque de liberté fait que c'est encore plus probant chez les hommes qu'il y ait ce moment marquant. Au-delà de ça, quand on regarde les tranches d'âge, en fait, ce qu'on a voulu regarder, c'était un peu les deux extrêmes, et en se disant, tiens, allons voir les moins de 25 ans. Et en fait, on voit que chez les moins de 25 ans, alors le moral est au même. Par contre, ce côté marquant est plus faible, puisqu'on a 20% des gens qui pensent que ça ne sera pas marquant pour eux, alors que si on va voir les plus de 55 ans, en fait, c'est 100% pour eux, enfin pratiquement 100%, qui trouvent ça marquant. Donc, c'est assez intéressant de voir la répartition dans l'âge. Et puis, ce qu'on voit aussi, c'est par rapport à l'après. C'est-à-dire qu'on voit que les jeunes, plus on est jeune, moins on a, enfin, comme s'il y avait un peu la trouille de repartir, quoi. Autant les plus âgés sont dans une logique plus dynamique et se dire « Ok, on y va », et sortir de chez soi, c'est quelque chose de positif. Là, on voit que c'est l'inverse chez les plus jeunes. Un autre sujet, c'était qu'est-ce qui a été le plus difficile. Donc là, on était dans un questionnaire à choix multiples et on le voit être privé de liberté pour nos 579 participants, puisque là, on est sur la première cohorte. On a 331 fois ce terme-là qui est sorti. Et le deuxième, ne pas voir vos proches, 315. En fait, on se rend compte que c'est vraiment les deux grands sujets. Bien entendu, la maladie arrive, mais on aurait pu imaginer la maladie et le stress de la maladie soient plus élevés. On avait mis la maladie et le stress de la maladie parce qu'il y a la perspective de l'avoir, qui est le stress, et la maladie, le fait de l'avoir, qui n'est pas la même chose. Comme vous aurez le lien ensuite, vous pourrez jouer avec toutes les répartitions sexe, âge. Là, je vous laisse le faire plus tard parce qu'on ne va pas avoir le temps de tout passer, sinon. En termes de mots-clés, on avait donc là, on est toujours sur l'expérience personnelle du collaborateur, on avait ouvert un champ vraiment libre sur le mot-clé ou les mots-clés qui vous viennent tout de suite à l'esprit. On voit très vite que famille, maison, on a tout le registre individuel de la personne, avec assez souvent le corollaire de l'isolement, de la solitude, qui sont restés assez forts. Et puis, cette notion de temps. Alors là, on peut affiner un peu plus, mais on a beaucoup d'expressions autour du fait d'avoir le temps de se poser, de réfléchir, de prendre du recul. Mais aussi, on a des gens qui nous le remontent, le manque de temps, en fait. C'est-à-dire qu'à l'inverse, on a des gens qui ont rempli leur journée et on le verra aussi un peu plus tard, un côté presque surcharge mentale et en fait, je n'ai pas tant de temps que ça. On voit aussi que le mot télétravail et travail prend vraiment beaucoup d'importance dans ce moment-là. La capacité d'adaptation, c'est aussi un point qu'on a vu, alors qui s'exprime de plein d'autres façons. Oui, il y a l'adaptation, il y a l'autonomie, il y a la responsabilisation. Tous ces termes-là sont beaucoup utilisés dans l'étude. Là, on est sur le rapport entre le collaborateur et son entreprise. Donc là, on a passé le volet 1, on est dans le volet 2. Comment, moi, individu, j'ai vécu ma relation avec mon entreprise, avec mon manager. Et franchement, on voit que globalement, les entreprises sont plutôt plébiscitées puisque 91% des 579 participants à cette première cohorte nous dit oui, l'entreprise m'a apporté ce dont j'avais besoin. Et ce qu'on a remarqué, c'est quand c'est non, c'est
avant tout sur des commodités. Ce n'est pas tant la posture et la relation que le fait de, sur certains métiers, de ne pas avoir de gel hydraulique, de ne pas avoir de masque et de sentir que d'un point de vue logistique, ça n'a pas suivi à 100%. Et c'est plutôt là que s'exprime le bémol. Sur les managers, là aussi, on voit que 88% des collaborateurs sont satisfaits. Et si on va un peu plus loin dans l'étude, la plupart ont eu suffisamment de contact avec leur manager. C'est-à-dire qu'on pose une question, combien de fois avez-vous eu un contact? Une fois par semaine, une fois par jour, etc. Était-ce satisfaisant? Oui. À 90%, les gens sont satisfaits de la relation qu'ils ont eue avec leur manager. Si on descend un petit peu là aussi vers les collègues, là pareil, hein, on a 94% des participants qui ont continué la relation avec les collègues. Là, je pense que c'est un des points qui relie tout ce qu'on s'est dit et qui sera aussi, je pense, pour moi, ma conclusion tout à l'heure, c'est la notion d'autonomie, hein, en fait. On remarque que c'est un moment où les gens, globalement, ont pris plus d'autonomie. Est-ce que les choses vont reprendre comme avant? Non. Donc, ça veut dire qu'il y a un besoin d'installer, de garder, de prendre des choses et de les institutionnaliser, en fait. Cette notion, par exemple, de télétravail, on le voit plus tard, ou d'environnement numérique de travail, ou d'autonomie. En fait, les gens veulent garder ces points-là. Eric, on a une question. Quelqu'un qui demande si tu disposes d'indicateurs pour les collaborateurs qui ont été positionnés en chômage partiel. Non, on n'a pas ce filtre. On n'a pas ce filtre, mais en connaissant certaines entreprises et autres, en fait, on n'a rien remarqué de différent là-dedans, en fait. On a eu simplement, j'ai vu 1 ou 2 verbatim, mais alors sur 1200, c'est vraiment des exceptions, de gens qui amenaient le verbatim de mon entreprise profite du chômage partiel. En fait, je bosse, on va au chômage partiel et c'est illégal. Et voilà, on a 2-3 fois ce truc-là qui est arrivé, mais sur 1200, c'est que dalle. La relation entre le collaborateur et son manager, on voit vraiment qu'il y a ce côté lien, en fait. Le lien, le contact, garder le lien, le soutien, la confiance. Voilà, c'est des mots-clés qui sont ressortis sur ce moment-là. Et même quand, puisque là, je ne vous ai pas mis quand ça ne va pas, parce que c'est très faible, mais même quand ça ne va pas, en fait, c'est pas tant la relation managériale que plus la situation de la personne sur le fait de son environnement de travail qui n'est pas satisfaisant. En fait, on voit plus que ça déborde sur l'environnement que la relation managériale pure et dure. Donc là, on a vu en premier lieu la relation avec l'entreprise, avec la personne de l'entreprise, et là, on est plus sur le collaborateur et son environnement de travail. Donc, on avait la question, le télétravail est-il quelque chose de nouveau pour vous? On voit que 56% réalisaient déjà du télétravail. On a remarqué que en fonction de la taille de l'entreprise, c'était plus ou moins vrai en fait. Vous voyez, on a un petit écart entre les deux. On voit que les petites entreprises ont développé plutôt le télétravail en moyenne. Ensuite, est-ce que vous avez des bonnes conditions de télétravail à la maison? On se rend compte que globalement, puisqu'en fait, entre 4 et 5, ça va être autour de 70%, on a des bonnes conditions de télétravail. Après, ce n'est pas pour ça que tout est rose, hein. Nous, ce qu'on a remarqué de plus flagrant dans les difficultés, au-delà des bonnes conditions, c'est vraiment le cloisonnement ou la difficulté à cloisonner les moments de travail et de vie personnelle. Ça ressort vraiment de façon très flagrante. On le voit aussi avec
le point d'en dessous où on a du mal à tout gérer en même temps. C'est vraiment un point, on l'a noté dans certains verbatim, où on a des gens qui sont pas loin du craquage et de la surcharge mentale. Le fait de tout réaliser, de tout travailler, de tout faire en même temps, c'est un vrai problème pour certains. Et puis, le fait de réussir à maintenir la même qualité de travail au bureau, là aussi, je pense que certains ont eu du mal à se dire c'est un autre contexte, c'est un autre environnement, donc je n'ai pas forcément le même résultat et l'essentiel, c'est que ce soit fait. Peut-être que cette recherche de perfection, elle explique aussi le point d'au-dessus qui est la complexité à tout gérer en même temps avec le même niveau. On est dans un environnement complètement différent. Faut réussir à faire la part des choses et en fait, on le voit dans ces résultats. C'est pour certains une difficulté à accepter que ça doit être différemment et de lâcher prise en fait. Un petit focus après sur, au-delà du travail, l'environnement numérique. Est-ce qu'il est maîtrisé ou pas? On voit que globalement, à 70%, voire 75%, on est entre 4 et 5. Donc oui, la plupart des gens maîtrisent ça. Il y a un filtre qui est intéressant, c'est de se dire, OK, si je prends le critère de l'âge, évidemment, on voit tout de suite qu'on perd 25% de maîtrise entre 3 et 4 sur l'environnement numérique de travail et qu'à l'inverse, si on va sur les moins de 25 ans, on est dans des proportions pratiquement de 85%, 87% de maîtrise de l'environnement. Ça, c'était la vision globale. Qu'est-ce qui a été nouveau pour vous? Alors, on le voit, hein, on le voit même en ce moment, le grand sujet, c'est la visio. Ça, c'est le point le plus important pour les participants. Le VPN, alors le VPN est forcément lié aux entreprises un peu structurées, puisque beaucoup d'entreprises n'ont pas de VPN. Les documents en mode collaboratif, donc là aussi on voit des nouvelles compétences arriver, le cloud et le chat qui semble assez standardisé dans les entreprises depuis un moment, ou à titre perso, donc ce n'était pas quelque chose de vraiment nouveau. Est-ce que cet environnement de travail est adapté? Est-ce que vous en êtes satisfait ou pas? On voit que là aussi, hein, autour de 74-75% des gens sont satisfaits de l'environnement numérique de travail. Est-ce que vous avez connu des problèmes techniques? Oui. Donc là, on voit qu'il y a eu quand même 47% de gens qui ont eu des problèmes techniques. Mais quand on décortique un peu, on se rend compte qu'une grande partie des problèmes sont liés à l'infrastructure, au réseau, et pas spécifiquement à l'entreprise et à l'environnement de l'entreprise. Ce que ça veut dire, c'est que dans un moment de crise comme ça, l'infra est stratégique et ça devient un asset stratégique de continuité pour notre économie, parce que nous, entreprises ou particuliers, sur ce niveau-là, on n'y peut rien, si ce n'est d'avoir une consommation plus raisonnable du réseau. Mais en tout cas, l'essentiel des environnements numériques des entreprises ont fonctionné. Ce qui ressort, là aussi dans les verbatim sur ce point-là, au-delà du réseau, c'est le parc informatique et l'investissement ou pas des entreprises. C'est-à-dire qu'on a quelques clients qu'on connaît qui sont plutôt radins sur les équipements, et c'est ressorti, mais de façon impitoyable. Avoir des ordinateurs qui ont 4, 5, 6 ans, ça, sur ces moments-là où on doit être tout le temps connecté, c'est vraiment compliqué. Donc, l'infrastructure technique de l'entreprise, elle est surtout sur le hardware. Ce qu'on voit aussi, c'est que ça renforce les grands environnements numériques de travail. C'est-à-dire que d'un côté, Microsoft ou Google avec la G Suite de l'autre côté sont les deux grands gagnants. Ça a permis de mettre sur ces environnements et de faire basculer
les collaborateurs dans un mode numérique et collaboratif comme aucun CDO n'a pu le faire sur les 10 dernières années. Eric, pour info, il te reste 5 minutes. Ah bah c'est bon, t'es déjà à la fin. Voilà. Okay. Alors, si vous voulez vous-même lancer votre enquête dans votre organisation, voilà le lien court. Il va être communiqué par la suite. Et voilà, nous, on vous propose des ateliers pour travailler là-dessus. Les ateliers Repartir ensemble, mais là aussi, vous allez avoir le lien pour en savoir plus. Et puis, un grand merci à tous et je suis prêt à répondre à vos questions. Du coup, tu as déjà 2 questions. Une première question qui était comment les personnes en chômage partiel ont vécu le confinement, la mise en arrêt de leur contrat, la question sur l'utilité de leur métier et leur relation avec l'entreprise. Je ne sais pas, vu que tu as dit que tu n'avais pas eu les chiffres sur le chômage partiel, je ne sais pas si tu es capable de répondre à cette question. Mais... On n'a pas le filtre je suis en chômage partiel ou pas. Par contre, dans les témoignages, on se rend compte que c'est vraiment l'utilité du travail dans le lien social, en fait. On voit que maintenir le travail crée le lien et que quand les gens sont en chômage partiel, ce lien se coupe et crée beaucoup d'interrogations, en fait. D'interrogations sur la suite, sur l'avenir, sur ma relation avec mon entreprise. C'est ce vide, en fait, chômage partiel pour la plupart égale vide de communication qui crée une certaine angoisse ou des questionnements assez conséquents. Sans parler de gens qui abuseraient du chômage partiel, mais ça c'est encore un autre sujet qui est juste illégal en fait. Super. Et une seconde question. Nous notons une satisfaction plutôt bonne de la part des salariés. Qu'en est-il côté gouvernance et employeurs qui pendant longtemps étaient réticents au home working? Alors, c'était la conclusion que je voulais apporter, c'est que en fait on a l'impression d'avoir un peu comme un marché, en fait, un deal qui s'est passé. C'est-à-dire que le vendredi, on était dans une entreprise et le lundi, on s'est retrouvés tous en home office. Donc, il y a une transformation très, très, très forte qui s'est faite. Et ce qu'on voit de façon assez implicite, c'est ce deal, c'est on a fait le job en tant que salarié, on s'est mis à la visio, on a jonglé avec les enfants, la maison, le boulot, les visios, etc. Et la charge mentale a été plutôt conséquente. Donc, on était sur le pont. On s'est transformé par nos pratiques, par notre quotidien. On a gagné en confiance et en autonomie. Et ça, on ne va pas vous le rendre, en fait. Il y a vraiment ce côté… j'ai eu, parce qu'on n'avait pas le choix, de l'autonomie. On m'a fait confiance parce qu'on n'avait pas le choix. Et ça, je le garde et je ne vous le rends pas. Et je pense que c'est pour moi le cœur de cet apprentissage qu'on a eu avec cette enquête. C'est la confiance et l'autonomie sont au cœur de toute la relation de ce moment-là. Et qu'aujourd'hui, les gens veulent le garder tout simplement parce que c'est plus agréable de travailler en confiance et en autonomie. Voilà. Hop, pardon, j'étais en mute. Super, merci Eric. Et je vois qu'on a la personne qui avait demandé sur le chômage partiel ajoutait chômage partiel. Si je peux, que tu avais dit en disant qu'il y avait l'utilité sociale du travail qu'on trouvait à travers tout ça. Complètement, c'est le maintien de… je ne vais pas dire je travaille donc j'existe, mais pas loin quand même. Ok, super. Merci beaucoup Eric pour cette intervention. On a un autre commentaire de Haute qui disait merci, c'était très intéressant. Donc je plus sois, c'était très intéressant. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce premier webinaire de la semaine du déconfinement. La semaine du déconfinement, ça ne fait que commencer. On continue avec chaque jour un thème et un webinaire associé. Demain, nous travaillerons et nous parlerons sur l'inboarding et le re-onboarding, comment re-onboarder des salariés qui pour certains ont été coupés de leur entreprise pendant 2 mois. Mercredi, nous parlerons
parlerons accompagnement et management d'équipes dispersées. Jeudi, nous parlerons des méthodes de travail associées à cet environnement digital, c'est-à-dire entre le physique et le digital, puisque tout le monde n'est pas encore retourné sur l'espace de travail. Et enfin, vendredi, nous nous adressons directement à vous, RH, pour dire comment recréer de l'engagement en période de déconfinement, et on verra plusieurs axes pour retravailler cet engagement. N'hésitez pas du coup à vous inscrire au webinaire. Tous les liens d'inscription sont… Alors, on a Marion qui les met dans le chat, et sinon, vous pouvez tous les retrouver aussi sur le LinkedIn du LabRH, où nous avons partagé tous les événements. Merci à tous. Nous vous enverrons un mail avec les présentations à la suite du webinaire pour ceux qui veulent les présentations et les contacts, bien entendu, des intervenants si jamais vous souhaitez revenir vers eux avec d'autres questions. Merci de nouveau, Marine, Eric. Loïc a dû nous quitter malheureusement, mais merci encore pour votre intervention, c'était hyper intéressant. Et à très vite à tous pour la suite de cette semaine du déconfinement.